Donc, nous en sommes déjà à la dernière partie, où après une longue journée, à la dernière partie de la journée, en fait, il nous reste une seule présentation par Marika, comment favoriser l'adaptation de la clientèle. Puis ensuite, je vais vous présenter brièvement les programmes de financement qu'il y a sur le territoire, mais aussi ailleurs, desquels vous pouvez bénéficier. Donc, Marika. Oui, suivi d'un cocktail réseautage avec quelques bouchées, là. Donc, grande journée. Vous vous rappelez, c'est quoi vous asseoir à l'école toute une journée puis écouter attentivement sans rien dire? C'est dur, hein? C'est dur. On va se rendre au bout de la journée. Jusqu'à maintenant, quand même, est-ce que vous avez senti, est-ce que vous avez eu des idées? Est-ce que, à main levée comme ça, est-ce qu'il y a des gens que ça a fait progresser ce qu'on a vu aujourd'hui en termes d'idées sur ce qui peut être fait aux îles? 4, 5 personnes, 6, 7. Les autres sont occupés à manger, c'est correct. Je pose la question ouvertement, mais pour être un peu plus précis et confidentiel, tout à l'heure, il va y avoir un petit sondage sur l'appréciation. Je rappelle que le déroulement de la journée aujourd'hui a été inspiré de vos commentaires de l'année dernière. Donc, les participants de l'année dernière avaient dit qu'est-ce qu'ils aimeraient voir un peu pour la prochaine édition, ce qui fait qu'on a été en alimentation, en certification, en éco-construction. Donc, ça va un peu dans tous les sens, mais ce qui est important, c'est de couvrir un large spectre qui touche à différents secteurs des entreprises. La certification qu'on vient de voir, juste avant de commencer, c'est un processus fastidieux qui peut être coûteux, qui peut faire peur. Mais je vous encourage quand même à vous intéresser aux labels et aux certifications et surtout à leur méthodologie. Dans la méthodologie, c'est une ligne de conduite. C'est qu'est-ce qui est regardé avant d'avoir un saut. Okay? Si je suis un acheteur, et qui ici dans les acteurs économiques ou de soutien, qui a une politique d'achat? La municipalité? L'ATR n'a pas de politique d'achat? Non? OK. CERMIM en a une. Et dans les politiques d'achat, quand on s'imbrique aux demandes gouvernementales, on a des exigences. Des exigences pour, par exemple, des appels d'offres, mais aussi d'encourager l'achat local, l'achat québécois certifié. Et ou de choisir ou d'être capable de justifier que les entreprises qu'on a choisies, on demande un avantage de s'appuyer sur les démarches de développement durable comme avantage concurrentiel. Et ça, je pense que ça va s'exacerber avec les orientations gouvernementales sur l'atteinte des objectifs du GIEC, entre autres, etc. Ce qui m'amène à la présentation, si on s'intéresse au processus, tantôt je parlais du Carrefour, la certification LEED aux îles était très complexe, mais ça ne m'a pas empêché de m'en inspirer et de considérer chacun des critères. Écossaire est une belle ligne directrice. La certification Ici, on recycle aussi. Donc, il y en a plein qui sont intéressants et qui peuvent quand même donner des idées. Dans les sujets de la journée, j'ai dit à Sophie, trouve les meilleurs conférenciers pour chaque sujet, puis s'il y a un sujet que tu trouves personne, je vais y aller. Oups! Vous allez comprendre que je suis formée en éco-conseil en développement durable et non pas en marketing. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler, entre autres, d'image et de marketing pour mettre de l'avant les forces des entreprises. Ma présentatrice qui m'a précédée le mentionnait, il y a tellement de belles choses qui se font aux îles. Où est la trace de ça? Donc, on a peut-être un petit effort de sortir nos bretelles, les lever bien haut, puis les lâcher publiquement pour montrer ce qui est fait aux îles. Les impacts, je n'y reviendrai pas, mais les entreprises, qu'est-ce qu'on a subi récemment en lien avec l'environnement? Une pression et des prix des ressources naturelles? Ça vous dit quelque chose? Non. Concurrence des marchés internationaux? Défis d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre? Enjeux d'approvisionnement? On pense à l'Ukraine, mais aussi à d'autres. Il y a des facteurs environnementaux, mais il y a des guerres aussi qui vont affecter. La hausse des coûts d'exploitation, je vous garantis que si on avait à payer l'énergie au coûtant, et c'est ce qui arrive à nos confrères des îles du Ponant, ceux qui ont présenté l'année dernière, ont subi une hausse en entreprise de 200% d'une shot. Imaginez ça dans votre facture hydro, puis appliquez-le.
bris et retards liés aux conditions climatiques. On peut penser à Fiona. Hein? Il y a des compensations et des assurances. J'imagine qu'il y en a qui ont vu leur prime d'assurance augmenter ou qui avaient un coût à débourser à la base qui était quand même important. Les deux. Les deux. Accès et maintien des ressources naturelles et des services écologiques, on en parlait. L'eau potable, entre autres, est un élément dont on va parler abondamment demain matin. Je ramène ma diapo parce que ça paraît peut-être pas dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais je suis une éternelle optimiste. Il y a des opportunités à saisir puis des belles choses à faire à partir des enjeux que vivent les entreprises. Donc, tirer son épingle du jeu et se démarquer par l'éco-responsabilité, c'est réduire son impact et augmenter la satisfaction du consommateur. C'est le fun parce qu'on a on a des conclusions du baromètre de la consommation responsable. Est-ce que vous connaissez ça? Ça, c'est un document assez intéressant qui est mis à jour à chaque année. Puis, ça recense les comportements des consommateurs ou le degré d'éco-responsabilité à différents égards. Il y a 8 critères sur le fait local, d'impact, de certification, etc. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ce qu'ils nous disent, c'est que l'achat de produits éco-responsables est en augmentation au Québec, notamment les vêtements et accessoires de mode. Les efforts de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises sont appréciés par des Québécois. Les consommateurs achètent moins et sont encore plus sensibles au prix de leurs achats, sans grande surprise. Le fait maison, le do-it-yourself, et ce qui l'entoure est une tendance qui prend de l'ampleur, apportant potentiellement des occasions d'affaires intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que l'achat local et ou l'achat éco-responsable n'est pas nécessairement affecté par l'inflation. Ça, moi, j'ai été vraiment surprise. Mais ce qu'ils mettent en lumière, c'est que dans la proportion de la population qui a réduit ses coûts, qui va vers une sobriété, les gens seront plus piqués sur ce qu'ils vont acheter. Et sont prêts à investir un peu plus pour quelque chose de local, quelque chose qui a une certification, où on peut tracer l'origine, etc. Donc, une opportunité d'affaires. On ne gaspille pas encore une bouchée pour la planète et après ça, tu pourras te lever de table. Ça, c'est un peu le consommateur de demain. Hein? On a tous, nous, on ne sait plus comment choisir. Sans vous faire un exposé sur les classes générationnelles ou si vous étiez en marketing, là, on aurait des personas pour chaque génération, les grandes tendances. C'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais quand même, tout porte à croire que l'éco-anxiété ou les grands mouvements vont tendre vers une pression qui va venir de l'acheteur futur, donc de la nouvelle génération. Donc, diverses raisons amènent les entreprises à interroger leur modèle d'affaires, le risque lié au changement de comportement du consommateur étant celui qui fait bouger le plus. Toujours sous la même enquête, 3 profils de consommateurs au Québec, 13,4 % de réfractaires, 52 de sensibles et 33 d'adeptes. En 10 ans, ça l'a complètement changé. On pensait que les approches écologistes étaient une mode, que ça passerait. Mais force est d'admettre que le nouveau consommateur, ici, si on va chercher une part de marché à 75 %, pardon, ben, on a beaucoup à faire. Par contre, satisfaction du consommateur. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Réfractaire aux achats éco-responsables? Oh, pardon, OK. Aux achats éco-responsables selon 8 critères établis, dont de proximité, d'impact sur la biodiversité, etc., sur la liste d'impact. Satisfaction du client. Une des inspirations de la présentation aujourd'hui, c'est la savonnerie La Fille de la Mer, qui, sur ses étalages, elle se questionne sur tous ses produits, qu'est-ce que je peux faire, réduire mon emballage, convaincue jusqu'au bout. Et elle avait les tubes de Lipsil, de baume pour les joues, en papier, en carton, recyclé, ciré, compostable. Ben, ça restait sur les tablettes jusqu'à l'expiration des produits et était obligé de les jeter. Qu'est-ce qui a changé? L'expérience du client. Ils s'attendent à avoir un pot qui a de l'air de telle chose, qui reste beau, qui ne devient pas huileux. Là, il y a quelque chose là-dessus qu'il faut prendre soin de rétablir ou préparer le consommateur à un changement d'expérience. On va en revenir plus tard. Donc, les freins à la consommation, un coût supérieur, parfois, un manque de conscience environnementale ou d'accès à l'information. Aujourd'hui, vous allez tous devenir des ambassadeurs sur le pourquoi on fait ça, c'est super.
La confusion, il y en a tellement, des labels, des ci, les ça, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment choisir. Perception de qualité inférieure, perception, si c'est recyclé, c'est moins bon. Deuxième usage, ça tend à diminuer, mais on a quand même une grande strate de population, et là, je ne veux pas mettre ça sur les épaules de 65 ans et plus, mais il y a un gage, il y a une génération qui voulait du neuf, hein? Du recyclé. On a assez recyclé avant, je veux me sortir de ça. Ça va avoir un impact sur les comportements d'achat. Et les habitudes de consommation établies. Je prends toujours le même produit depuis 30 ans. Bonne chance pour déroger de ça. Ça, c'est un ouvrage français qui donne quand même des pistes intéressantes, ceux qui sont intéressés à des lectures plus extensives. C'est un gros paragraphe, je pense que ça va à l'encontre de toutes les recommandations sur présentation simple et épurée, hein? C'est celle que j'ai fait à 8h30 hier soir, vous m'excuserez. Je vais me permettre de la lire, parce que c'était dur de faire simple avec ça. Il est parfois difficile pour les entreprises de remettre en cause les fondamentaux économiques. La décroissance véhicule ainsi l'idée que les entreprises vont perdre en profitabilité et que les consommateurs vont perdre en pouvoir d'achat. Pourtant, on peut assumer l'existence d'une sobriété et même une perspective de décroissance tout en restant fidèle aux principes de marché. On peut ainsi aller vers une décroissance de la vente de biens au profit d'une croissance de la vente de services. On peut aussi décroître les activités à forte externalité négative et faire croître les activités qui comptent vraiment. Néanmoins, plutôt que de renoncer ou refuser, l'idée de créer de la valeur autrement peut se révéler plus recevable par les entreprises. Vous comprenez où est-ce qu'on arrive? Donc, on est à la rencontre, on n'est plus dans la décroissance ou à taper sa tête des entreprises pour dire qu'ils polluent, mais d'envisager un développement des affaires qui soit différent. Sobriété, c'est un mot que beaucoup de gens n'aiment pas, mais qui est de plus en plus à la mode. Vous allez l'entendre. Pas juste parce qu'on est dans février et que là, on fait le mois sans alcool. Sobriété énergétique, sobriété de consommation, sobriété dans tout. Ici, on prend la définition de l'ensemble des mesures et pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre, d'eau, tout en assurant le bien-être des humains, le tout dans le cadre des limites planétaires. Donc, au sens philosophique du terme, c'est vivre un style de vie qui réduit la consommation afin de libérer des ressources personnelles, temps et argent. Pour ceux qui sont employeurs, ça vous dit-tu quelque chose, ça, récemment? Hein? Tantôt, je disais, il y en a qui sont plus vieux, là, je veux dire, il y en a qui sont plus jeunes, puis qui veulent moins travailler, avoir plus de temps. C'est une valeur qui s'ancre. De toute façon, il apparaît aujourd'hui difficile de tenir la trajectoire définie par le GIEC sans sobriété. Donc, quand on parle de sobriété, rationalisation, croissance verte, éco-responsabilité, une chose est certaine, une transition s'opère, s'impose. C'est plus juste un choix, disons. Est-ce que vous connaissez ça? Ça vous fait, c'est un tableau périodique, ça va? Il est tout tordu. C'est les 90 éléments qui composent notre monde, puis ils ont appliqué un code couleur intéressant, où le vert, c'est une ressource abondante. En jaune, disponibilité limitée avec futur risque d'approvisionnement. En orange, menace croissante due à l'utilisation accrue. Puis rouge, menace sérieuse dans les prochains 100 ans. Les petits téléphones, c'est tout ce que ça prend pour faire un iPhone ou un ordinateur. Je vous montre ça pas pour dire qu'on est en pénurie puis que ça va pas bien, on va s'en sortir, on panique pas. Par contre, est-ce que la technologie va nous sauver face au changement climatique? On arrive au bout de beaucoup de ressources planétaires. Marketing responsable, marketing vert, marketing environnemental, green marketing, il y a plein de termes. Mais l'idée, c'est que ça consiste pour une entreprise ou une marque à communiquer sur ses actions en faveur de l'environnement dans le but de favoriser son image, ses actions et ultimement maintenir et faire croître sa clientèle. Dans un marché tendu où les consommateurs réduisent, c'est ça qui peut faire une différence. Les tendances en marketing vert évoluent en réponse aux préoccupations croissantes concernant l'environnement, aux avancées technologiques et au changement des comportements des consommateurs. Vivez-vous ça, vous? Ouais, beaucoup, hein? Si on avait le choix maintenant, on vient tanner de jeter, mais si on a 2 produits devant nous, un qui est comme 8 fois emballé, puis la même qualité, mais qui ne l'est pas, j'ai l'impression que tous les Madelinos, à peu près, prendraient la bonne décision.
Mais encore faut-il que ça lui soit offert. Quelques tendances. Tendance accrue en marketing responsable. Les consommateurs sont de plus en plus sceptiques face aux affirmations. On en parlait tantôt par rapport au label. On ne sait plus qui dit vrai, d'où la certification, mais d'où aussi l'intérêt d'en savoir plus. Ça va mener à une pression pour communiquer de façon transparente. Ça ici, c'est Cascade. Tout le monde connaît Cascade, un chef québécois qui est d'une transparence et d'une rigueur sur ses indicateurs. C'est vraiment intéressant. Vous direz, oui, c'est une grande entreprise, mais la clé là-dedans, c'est la transparence. Qu'est-ce que je fais? Ça contribue à quoi? Donc, innovation des produits durables, ça, c'est une autre grande tendance. Les entreprises investissent en recherche et développement de produits et technologies respectueuses de l'environnement, les matériaux recyclés, la conception et autres, et considèrent l'empreinte carbone tout au long du cycle de vie. Pendant longtemps, on disait, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme une petite entreprise, si les grands de ce monde s'y intéressent pas? Bien là, les grands de ce monde s'y intéressent et vont faire percoler dans toute leur chaîne d'approvisionnement des demandes spécifiques. Donc, c'est le temps aussi d'entamer le pas. Ici, Coca-Cola, je ne fais aucune pub pour dire qu'une entreprise est meilleure que l'autre. Je montre des exemples de marketing environnemental transparent. Même Nike, qui a été tellement ciblé, pointé du doigt par rapport à ses pratiques, a entamé une grande démarche de réforme pour réutiliser 100% de ses matériaux. Entre vous et moi, il y a encore un petit peu de choses à faire au niveau éthique des travailleurs, mais en termes de circularité des matériaux, ils visent un déchet zéro. On en parlait aussi tantôt, un marketing axé sur les valeurs. Les consommateurs recherchent des marques qui partagent des valeurs en matière d'environnement et de durabilité. Les entreprises intègrent ces valeurs dans leur stratégie marketing en mettant de l'avant les efforts pour réduire leur impact sur l'environnement et soutenir les causes environnementales. Même IKEA s'y est mis en faisant aussi des groupes de discussion sur do-it-yourself pour comment réparer, ne pas racheter un mobilier. Je vous mets celui-ci, pas pour regarder des femmes en maillot, mais parce qu'au développement durable, il y a l'aspect social, équité, inclusion. Et cette publicité-là a fait parler pourquoi? Je pense qu'elle a fait du bien à peu près à toutes les femmes qui disent « Colin, ça, c'est une vraie femme qui représente la consommatrice. » Bref, la transparence, la lucidité et l'affirmation et l'inclusion. Maintenant, on partage des valeurs plutôt que d'essayer de vendre et créer un désir d'achat compulsif à tout prix. Pas tout le monde, mais en termes de green marketing, c'est ce qui s'en vient. Éducation et sensibilisation. Les entreprises utilisent le marketing pour sensibiliser les consommateurs aux enjeux environnementaux et les encourager à adopter des comportements plus durables. Ça peut se faire par le biais de campagnes publicitaires. C'est même pas toujours au service de l'entreprise. Patagonia a fait une démarche qui encourageait à ne pas acheter un chandail, ou plutôt d'acheter dans la cohérence et la qualité pour avoir un vêtement longtemps. L'air de dire, si c'est ton 8e, tu n'en as pas besoin. Quand même. Engagement des parties prenantes. Ça, on en parlait tantôt. L'implication des fournisseurs, des usagers même. En engageant les parties prenantes, ça renforce l'adhésion à la marque et favorise l'impact positif plus large. Il y a ici Café. En fait, il y a plusieurs types de certifications, mais en bout de ligne, c'est d'impliquer ou d'être certain que les sous se rendent jusqu'aux fournisseurs ou jusqu'aux producteurs. Donc, finalement, c'est un moyen pour fidéliser, augmenter la clientèle, développer une image de marque, démontrer ses efforts de l'entreprise en communiquant avec transparence. Le client a un sentiment de satisfaction, voire de fierté d'avoir consommé le produit ou service, et c'est expliquer pourquoi il devient lui-même vecteur de changement. Donc, un dernier point, je vous rassure, c'est fini les longues diapos. Personnalisation de l'expérience client. Il y a des entreprises qui intègrent de plus en plus une personnalisation pour fidéliser la clientèle. Et ce qui fait peur au commerce, c'est la vente en ligne. Hein? Les boîtes Amazon qui rentrent. Là, tu te dis, où est l'achat local là-dedans? Ce que la firme Crop nous dit, c'est qu'ils se rendent compte que le consommateur plus picky veut aussi vivre une expérience physique, sensorielle, veut connaître son produit, veut entrer en contact. Pas pour tout et n'importe quoi, mais l'idée d'ouvrir un dimanche un magasin vrac, ça va être une expérience.
Donc, de s'attarder, c'est plus juste un magasin. Pour compétitionner avec le web, ça devient une expérience. Quelle expérience a le client quand il rentre chez vous? Ça, c'est quand même un vieux modèle, mais qui revient tout le temps. C'est la courbe d'innovation. Est-ce que vous savez c'est quoi, en gros? C'est que moi qui s'en vais avec mon bicycle à pédale porter ma fille à la garderie tous les matins d'hiver, je suis probablement dans les innovateurs du 2.5. On n'est pas 1 million. Mais c'est les innovateurs avec Mike qui sera au bureau, qui va faire qu'après ça, il va y avoir des adoptants précoces. Puis après ça, une majorité précoce, une majorité tardive, puis les réfractaires de 16 %. Donc, dans les... je suis encore une fois pas spécialiste de marketing, mais qui sont les innovateurs et comment aller les chercher pour créer une adhésion à un nouveau produit ou une nouvelle façon de faire. Un exemple ici. Même fonction, pas du tout la même expérience, beaucoup de communication nécessaire. On entre dans pas le tabou féminin, mais dans l'intimité féminine. On jase pas le matin. « Hey, quelle sorte de serviette sanitaire t'as utilisée, toi? Hein? » Plus ou moins. Il y a eu un changement drastique dans les dernières années. La Divacop, je pense qu'on appelait au début, là, par son nom, ou la serviette lavable, sont maintenant connues généralement. Tout le monde savait que ça existe. Oui, plus ou moins. Bien, c'est de dire que l'expérience étant pas la même, celui qui a communiqué s'est automatiquement intéressé à l'innovatrice, à celle qui voulait réduire son impact environnemental et devait être rassurée sur l'aspect santé, sécurité. Donc, ils ont ciblé pour avoir un groupe d'innovants, après ça plus large. Une boutique qui vend plusieurs produits, si un éventail, peut s'intéresser à la fois à l'innovatrice et à celle qui est une adepte qui dit « Ah, ben ça, ça ressemble aux couches lavables » et créer un changement dans les comportements. Finalement, l'utilisation des médias sociaux, ben, le marketing d'influence, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour vous en parler, mais clairement, la portion d'innovants qui vont développer des marchés et montrer le produit ou le service avec fierté va avoir plus d'impact et plus de portée aujourd'hui qu'elle n'en a jamais eu. Même solution RA ici, ça va jusqu'aux formations. Quand on dit produit ou service, ça peut être service aussi. Service conseil, formation, photographie et autres. Attention au greenwashing. Greenwashing. Ou éco-blanchiment. Ça consiste en l'utilisation d'arguments écologiques dans le but de masquer l'inaction, voire des activités à impact négatif sur l'environnement. Je mettrais dans la même catégorie dire qu'on fait plein de choses quand c'est juste un détail. Tu sais, je recycle. Entreprise verte, mais OK. J'aimais bien celle-là. Nous, on s'est engagés pour la planète, on a planté un arbre sur le parking du personnel. Nous aussi, on a autorisé nos ouvriers à faire pipi dans la douche des vestiaires. Donc, si l'entreprise a été transparente et rigoureuse en regardant ses hotspots sur chacune des étapes de son cycle de vie, elle va éviter de faire de la communication aberrante ou de l'éco-blanchiment. Et les petites entreprises, bon, tantôt on a vu des choses, ça semblait hors d'accès en termes de certification trop coûteuse, des technologies, c'est trop coûteux. Il y a une grande tendance qui est l'innovation frugale ou le système D pour les entreprises, qui consiste à faire plus avec moins. Une logique de base qui semble toute simple, mais à utiliser les ressources limitées pour développer et commercialiser des produits performants en adéquation avec les besoins et les valeurs des consommateurs. Donc, trouver des opportunités dans l'adversité, vivre les contraintes comme un moteur, faire mieux avec moins et non pas plus avec rien, attention. Penser et agir de façon flexible par étapes, itérer, rester simple, ne pas confondre avec simpliste. Se questionner sur chaque étape de cycle de vie. L'innovation, c'est pour tous et par tous, puis écouter ses valeurs, une logique rationnelle alliée à l'intuition. Tantôt, quand on parlait de certification, c'est 5 000 $ pour un produit, c'est cher. Mais si on cible le produit qui aurait écho chez un gros acheteur, donc de s'entendre à l'avance, si je certifie tel produit, toi, est-ce que tu me donnes un mandat de quelques années pour fournir tel élément? C'est des genres de discussions qui peuvent se faire entre acheteurs et fournisseurs. Ça aussi, avec un changement des habitudes de consommation, beaucoup d'entreprises ont réduit la gamme de produits, maîtrisé moins d'éléments, puis en développer du sur-mesure avec un coût ajouté. Donc,
chouchouter le client. J'en ai 5, mais moi, je paye le petit extra pour avoir le je sais pas quoi. C'est une forte tendance aussi, plutôt que d'avoir en inventaire 46 produits avec plus ou moins la même vocation. Donc, les entreprises des îles ont déjà conscientisé innovant. Les consommateurs sont de plus en plus prêts pour les changements liés aux pratiques d'affaires éco-responsables. Il est temps de pousser et de communiquer vos mesures de développement durable. Voilà. Merci à nos partenaires. Je les ai nommés ce matin. Sans eux, on ne serait pas là. Merci de votre intérêt. Question? Ça va?